Bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on plonge dans le monde en pleine mutation du commerce de détail au Québec. Oui, un secteur qui bouge vite. Pour nous guider, on a une bonne pile de documents, l'étude WOW 2025 de Léger, super attendue sur l'expérience client. C'est ça? Puis aussi les analyses de d'État Québec, du CQCD. Exact. Des articles aussi sur les innovations technologiques qui arrivent, puis même un petit retour en arrière pour voir d'où on vient. Mhm. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ce qui change vraiment la donne pour les consommateurs puis pour les commerçants québécois maintenant. Aller au-delà des gros titres, là. C'est ça. Comprendre ce qui transforme nos façons de magasiner. Puis on commence avec un constat qui peut sembler un peu paradoxal, hein, à l'ère du numérique. Ah oui? L'étude Léger le montre. Le magasinage en personne fait un retour, assez marqué même. Les gens veulent ressortir, flâner. Ah oui, c'est vrai ça. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est ça, les chiffres de Léger sont clairs. 32 des détaillants analysés ont amélioré leur indice d'expérience client en magasin en 2025. 32 c'est... Oui. C'est quasiment le double de 2024, où c'était 19 Wow! Fait qu'on dirait bien que l'art de flâner, pour reprendre leur expression, reprend ses droits. C'est bien dit. Les gens ont envie de toucher, d'essayer, d'interagir, mais est-ce que c'est juste, mettons, de la nostalgie ou les attentes ont changé? Ben, c'est pas mal plus que juste un retour aux sources, là. Cette tendance, c'est le résultat direct d'efforts importants des détaillants, là. Ah oui? Oui, pour rendre l'expérience physique plus fun, plus attrayante. Puis ça, malgré le contexte difficile, tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, la pression sur le portefeuille. OK. On voit des affaires concrètes, là. Les caisses libre-service, oui, mais pas juste pour couper le contact. C'est pour fluidifier, libérer du temps pour le conseil. Ah, OK. Des programmes de fidélité aussi plus poussés qui donnent vraiment de quoi. Ou bien les zones petits prix bien visibles pour répondre à la sensibilité au coût. OK, fait que les détaillants investissent pour nous faire revenir en magasin, mais vous parliez d'un paradoxe. C'est là que ça devient intéressant. Oui, les consommateurs retournent en magasin, mais Leurs attentes? jamais été aussi élevées. Ah bon? L'analyse de Léger, là, avec plus de 50 000 commentaires clients, c'est frappant. Ce qui ressort le plus, c'est une demande pour du personnel non seulement plus présent, mais surtout plus compétent, Mhm. capable de donner un vrai conseil personnalisé. Les gens cherchent aussi une ambiance soignée, une expérience pour les sens, des promos qui leur parlent, des récompenses de fidélité qui valent la peine. Puis, critère numéro 1, des rayons bien garnis. Ouais. La patience pour les ruptures de stock ou le manque de personnel, là, elle diminue, même si on comprend un peu les difficultés des commerçants. T'sais. On veut le beurre et l'argent du beurre, un peu. Le bon service d'avant, mais l'efficacité d'aujourd'hui, puis pas payer plus cher. C'est haut comme barre, ça. Exactement. Puis la pression est forte parce qu'il y a des enseignes qui excellent là-dedans puis qui définissent les nouvelles normes. Comme qui, par exemple? Ben, l'étude WOW donne des exemples comme Long & McQuaid. Là, c'est l'expertise, la passion du personnel qui fait la différence. Ou Lindt qui mise sur la découverte, l'immersion gourmande. OK. Ça montre que c'est possible, mais ça demande des investissements en formation, en personnel. Ce qui nous ramène au défi dont on va parler. Puis cette exigence-là, plus élevée, on la retrouve aussi quand on magasine en ligne. Absolument, ça monte partout. En ligne, la personnalisation avec l'intelligence artificielle, l'IA, là, c'est plus un gadget, c'est la base. Les consommateurs s'attendent à ce que le site devine leurs besoins, propose les bons produits, des offres juste pour eux basées sur ce qu'ils ont déjà acheté. OK. Simonde, par exemple, cité par Léger, investit là-dedans, dans l'IA pour mieux cibler ses recommandations. Mhm. L'enjeu pour les détaillants est immense. Comment offrir une expérience client parfaite, cohérente, partout, en ligne, en magasin, tout en gérant les contraintes opérationnelles, économiques? C'est comme jongler avec plein de balles en même temps, hein? C'est ça, un numéro d'équilibriste entre l'automatisation pour être efficace puis l'humain pour la satisfaction. Parlons justement des lieux physiques, là. Mhm. Les centres commerciaux. On a souvent dit qu'ils étaient finis à cause du web, Oui, on entend ça depuis longtemps. mais ça résiste. Léger dit que 83 des Québécois en ont visité un dans les 6 derniers mois. C'est énorme. Ah oui, quand même. Il y a un pôle fort à Québec. Les Galeries de la Capitale, Place Saint-Foy, Laurier-Québec, c'est eux qui ont les meilleurs scores pour l'expérience. Mhm. À Montréal, c'est le complexe des Jardins qui se démarque. C'est quoi leur secret, là? Leur secret, c'est qu'ils se sont transformés. C'est plus juste des places pour acheter.
C'est devenu des destinations de sortie des lieux de vie. OK, genre plus que juste des magasins. Exact. Les facteurs de succès que Léger a identifiés, ça dépasse les boutiques. L'offre de restauration variée, de qualité, c'est devenu super important. Ah oui. Oui. Puis l'organisation d'événements, là, des expos, des installations d'art, des animations pour les enfants, ça attire du monde qui cherche plus qu'à juste passer à la caisse. Puis certains vont plus loin, là, comme les manèges aux Galeries de la Capitale. T'sais. L'ambiance générale, le design, la propreté, comment c'est facile de circuler, tout ça fait que les gens ont envie de venir puis de rester. Fait que le mail devient une sorte de hub multiservice. Puis la technologie, là-dedans, comment s'intègre à cette expérience physique? On entend parler de Figital. Ça revient dans l'étude Léger dans les articles. Ben, c'est au cœur de la stratégie, ça. Figital, physique plus digital, là, ça décrit justement comment on intègre de plus en plus les outils numériques dans le magasin physique, puis idéalement de façon fluide. OK. Des exemples concrets. Il y en a plein maintenant, tirés des sources qu'on a. Les caisses autonomes ou libre-service, on en a parlé. Le but premier, c'est d'aller plus vite à la caisse, parce que c'est souvent là que ça bloque. C'est sûr. Mais le but secondaire, que souligne l'article sur Solutions, c'est aussi de pouvoir mettre le personnel sur le plancher pour le conseil, l'accompagnement, répondre à la demande de service. T'sais. Walmart est cité, mais on voit ça partout. OK. Les applications mobiles des magasins, ça devient ton assistant en magasin. Tu scannes un code barre pour avoir plus d'infos, lire des avis, voir si une autre taille est dispo. Pratique. Les bornes interactives en magasin. S'il manque un article, tu peux le commander en ligne direct là, pour livraison aux cueillettes. Ça évite de perdre la vente. La réalité augmentée, la réalité virtuelle, ça sort des labos. L'article sur les tendances techno parle de l'app d'IKEA pour voir un meuble dans ton salon. Ah oui, j'ai vu ça. Léger cite Sephora avec ses essais virtuels de maquillage. Ça aide à choisir, ça réduit l'incertitude. C'est pas fou. Puis on voit même des affaires plus avancées, des cabines d'essayage intelligentes qui suggèrent d'autres articles ou la reconnaissance faciale pour essayer virtuellement un linge qui n'est pas là. Wow. OK. L'idée derrière tout ça, c'est toujours pareil, prendre le meilleur des deux mondes, la commodité, l'info, la personnalisation du numérique avec l'immédiateté, le contact, le sensoriel du physique pour un parcours client sans friction, plus satisfaisant puis plus rentable au final. Ce qui est peut-être un peu contre-intuitif, c'est que cette techno, qu'on voit souvent comme déshumanisante, pourrait finalement aider à remettre la valeur sur l'interaction humaine. Si la machine fait les tâches plates, genre l'encaissement ou chercher une info de base, ça libère du temps, en théorie, pour que le personnel fasse ce que la machine ne peut pas faire. Écouter, conseiller, créer un lien. C'est ça l'idée, non? C'est tout à fait l'objectif qui est affiché. Par contre, le mettre en place, c'est compliqué, ça coûte cher, puis le succès n'est pas garanti, là. Faut former le personnel à ces nouveaux outils, à ce nouveau rôle plus axé sur le service. Faut que la techno soit fiable, facile à utiliser pour le client. Sinon, ça frustre plus qu'autre chose. C'est vrai. Puis surtout, faut trouver le bon dosage, là. Trop de technologie, ça peut rendre ça froid, impersonnel, tout le contraire de ce que les clients qui reviennent en magasin recherchent. OK, bon, abordons les nuages à l'horizon. Parce que c'est pas tout rose, hein? Le contexte économique, ça pèse lourd. Ouf, oui. Le bilan 2024 du CQCD parle d'une croissance bien modeste des ventes au détail. Plus 1,8 % au Québec, à peine plus 1,3 % pour le Canada. C'est pas énorme. Puis il y a des secteurs qui s'en sortent mieux, genre les autos, les magasins de marchandises diverses type Costco, mais d'autres souffrent. Articles de sport, livres, essence, chaussures, ça recule. Puis ces chiffres-là, il faut les voir dans le portrait plus large qui est inquiétant. C'est-à-dire? Bien, le même bilan du CQCD montre que le chômage remonte au Québec, 5,3 % en 2024, puis surtout une hausse nette des faillites. Personnel, plus 14,1 %, Wow! puis commercial, plus 25,1 %. Et le détail n'est pas épargné, plus 15,7 % de faillites dans le secteur au Canada. Ouch! Toute cette pression économique, ça a des impacts directs. Les consommateurs sont plus prudents, combattent les prix, retardent des achats. Fait que les détaillants sont poignés entre investir dans l'expérience client puis la pression sur les marges. Ouais. Petite note d'optimisme peut-être. Le CQCD mentionne une forte hausse des mises en chantier au Québec, plus 25,2 %. Ça pourrait aider pour les biens liés à la maison. Ah,
OK. Mais les prévisions pour 2025, même si on parle de baisse des taux d'intérêt, d'inflation maîtrisée, ça reste très incertain. Puis l'autre gros défi qui revient partout dans nos sources, la pénurie de main-d'œuvre. Ça a l'air d'être un vrai casse-tête. C'est plus qu'un casse-tête, c'est un problème structurel, profond, persistant. La pandémie l'a amplifié, mais c'était là avant. OK. Le portrait Détail Québec là, chiffrait déjà à quasiment 22 000 postes vacants juste après la première vague. 22 000? Oui, un taux de vacance de 7 dans le détail, c'est presque le double de la moyenne québécoise, tous secteurs confondus. Incroyable. Fait que recruter puis garder le personnel, c'est devenu la priorité numéro 1. Les postes les plus critiques, conseillers vendeurs, caissiers, ceux en première ligne, justement. Mhm. Puis il faut pas oublier le taux de roulement moyen, qui était déjà de 26 avant la pandémie, selon Détail Québec. 26 %! C'est énorme. Plus d'un employé sur 4 qui s'envoie chaque année en moyenne. Ça doit coûter cher, ça, en formation perdue, en expertise. Absolument. Puis un facteur qui aide pas, soulevé par Détail Québec, c'est la paye. Le salaire horaire moyen dans le détail est pas mal plus bas que la moyenne québécoise. Ah ouais? Fait que dans un contexte où tout le monde manque de monde, où d'autres secteurs offrent mieux, ben attirer puis garder du bon personnel, c'est très dur pour beaucoup de détaillants, surtout les plus petits. Fait que face à ce mur de la main-d'œuvre, qu'est-ce qu'ils font les détaillants? L'article de Sur Solutions pour le CQCD dit que la techno, c'est la solution numéro 1. Oui, c'est frappant. L'article cite un sondage léger qui montre que face au manque de personnel, la techno, c'est maintenant la solution que les détaillants priorisent. Avant même d'essayer de recruter des retraités, des immigrants, des jeunes, Ah ouais? on revient aux outils dont on parlait, les caisses libre-service, pour optimiser les effectifs, mais aussi les étiquettes électroniques de prix. Les étiquettes? Oui, ça a l'air d'un détail, mais ça sauve un temps fou au personnel qui ne change plus les étiquettes papier à la main. Puis ça réduit les erreurs de prix. C'est important au Québec avec la loi sur l'exactitude des prix, là. Ah oui, c'est vrai ça. L'article gratuit ou le rabais? Exactement. Puis finalement, le commerce en ligne est vu aussi comme une façon de grandir sans embaucher tout le monde qu'il faudrait pour ouvrir un autre magasin, surtout si c'est bien intégré au système de point de vente, le POS, là. Bien, cette fuite vers la techno, est-ce que c'est vraiment la solution miracle? Si tout le monde automatise pour remplacer les bras, on risque pas de perdre justement le côté humain que les clients disent chercher? Ben, c'est tout le dilemme, hein? La techno peut améliorer l'efficacité, c'est sûr, réduire des tâches pénibles, enrichir l'expérience avec la personnalisation, l'information. Oui. Mais ça remplace pas la chaleur d'un sourire, un bon conseil adapté, la capacité de régler un problème avec empathie. Non, c'est sûr. Il y a une limite à ce que la techno peut faire, surtout si le personnel qui reste est débordé, stressé ou mal formé. Trouver le juste équilibre là, entre techno efficace puis interaction humaine de qualité, c'est probablement le plus gros défi de gestion pour les détaillants dans les prochaines années. Au-delà de juste l'efficacité, il y a une autre tendance de fond que Léger souligne, le commerce plus responsable, plus local. Les consommateurs y font de plus en plus attention, on dirait. C'est une attente qui monte, oui. L'étude montre une sensibilité pour l'achat local, soutenir les entreprises d'ici, une préférence pour les produits durables, éthiques, qui ont moins d'impact sur l'environnement. Des marques comme Lush ou Patagonia, citées par Léger, ont bâti une partie de leur succès là-dessus. Mais c'est pas juste pour les grosses compagnies internationales. Justement, l'article de l'Anaudière économique montre que les petits détaillants indépendants peuvent être très innovants aussi là-dessus, puis sur d'autres affaires. C'est important de le dire parce qu'ils sont nombreux au Québec. C'est un point crucial. Le portrait des détails Québec nous rappelle ça. 54 des commerces de détail au Québec, c'est des indépendants. 64 ont moins de 10 employés. Ah ouais. La majorité? Ces petites structures-là, elles ont une agilité que les gros groupes n'ont pas toujours. L'article de l'Anaudière donne 2 exemples super parlants. OK. Une animalerie à Rivière-du-Loup. Manque de personnel, obligé de réduire ses heures. Qu'est-ce qu'elle fait? Installe des casiers intelligents dehors. Les clients commandent en ligne, viennent chercher quand ils veulent, 24/7. Malin. C'est une solution techno simple, mais ça règle un vrai problème puis ça améliore le service. L'autre exemple, c'est Club Tissu à Saint-Hubert. Ils ont lancé Seconde Fibre, un espace pour vendre du tissu de deuxième main des fins de rouleau. Pour éviter le gaspillage. C'est des initiatives créatives, souvent nées des contraintes, qui montrent que l'innovation, c'est possible partout.
Puis cette capacité d'innover, de s'adapter, finalement, c'est pas nouveau dans l'histoire du commerce au Québec, hein. Un petit coup d'œil rapide en arrière que propose Détail Québec, ça montre que le secteur a toujours dû se réinventer. Tout à fait. Depuis les comptoirs Lion-Abbé d'Hudson au 17e siècle, l'âge d'or des grands magasins au 19e, Simons à Québec en 1840, mais aussi Ogilvy, Morgan, Montréal, puis les succès francophones comme Dupuis Frères, Paquet, jusqu'à la révolution des centres d'achat dans les années 50, 60, Norgate à Montréal, Place Sainte-Foy à Québec. Chaque époque a eu ses défis, ses innovations. Même le e-commerce, on l'oublie, Sears lançait son site transactionnel en 96. Ça remet en perspective ce qu'on vit aujourd'hui. Le figital, l'IA, l'économie circulaire. C'est juste les nouvelles façons de s'adapter. Pour un secteur qui a toujours dû jongler avec les attentes des clients, l'économie, la technologie. C'est exactement ça. Le détaillier québécois est à la croisée des chemins. Il essaie de marier une expérience physique, le fun, renouvelée, avec la fluidité puis la personnalisation du numérique. Oui. Il doit intégrer la techno intelligente pour rester compétitif, pallier un manque de personnel, tout en répondant aux attentes pour plus d'éthique, de durabilité, de proximité. Puis ça, dans un contexte économique incertain. C'est complexe. Complexe, mais dynamique. Une nuance intéressante que Léger soulève, on dirait qu'au Québec, on est particulièrement sensible à la qualité de l'interaction humaine en magasin. Peut-être plus qu'en Ontario ou dans l'Ouest, où le tout numérique serait adopté plus vite. Alors, si on essaie de résumer, le détaillant québécois qui réussit en 2025, c'est qui? Ça ressemble à quelqu'un qui marche sur une corde raide, non? Un peu, ouais. D'un côté, réenchanter le magasinage physique, lui redonner du sens, du plaisir. De l'autre, maîtriser la techno, pas comme une fin, mais comme un outil pour améliorer l'efficacité et l'expérience. C'est ça. Le tout en étant agile face aux défis économiques de main-d'œuvre, puis en intégrant les préoccupations sociales, environnementales des clients. Tout un programme, bon, on a couvert pas mal de terrain, là. Le retour en force du physique, mais avec des attentes plus hautes, l'hybridation figitale, les défis de l'économie et du recrutement, les pistes d'innovation responsable. Si on devait garder une idée maîtresse de tout ça, ce serait sûrement l'importance absolue de l'expérience client, sous toutes ses formes. Magasin, en ligne, puis ce mélange des deux qui est de plus en plus la norme. Les données de l'étude WOW de Léger le montrent bien. Les entreprises qui performent, c'est celles qui comprennent finement ces nouvelles attentes hybrides. Oui. Elles savent utiliser la techno intelligemment pour personnaliser, fluidifier, informer, mais sans sacrifier la connexion humaine. Ça reste un différenciateur clé, surtout ici au Québec. C'est vrai. Elles investissent dans leur personnel, le forment, lui donnent les moyens d'offrir ce service qui a une vraie valeur ajoutée. C'est elles qui réussissent à transformer les contraintes en opportunités d'innover puis de se rapprocher de leurs clients. Pour finir, une petite piste de réflexion. Ça vient de l'article sur les tendances techno pour 2025. On y parle de l'Internet des objets, l'IoT, dans les magasins. Ah oui? Imaginez des caméras intelligentes qui font pas juste de la sécurité, qui analysent anonymement les parcours clients, le temps passé devant certains rayons, peut-être même où le regard se pose, pour optimiser en temps réel le magasin, ce qu'on voit sur les écrans pubs. À mesure que ces technos-là deviennent plus accessibles, comment ça pourrait changer nos environnements de magasinage? De façon subtile, invisible même. C'est une bonne question. Où sera la ligne entre la personnalisation utile puis une forme de guidage ou de surveillance comportementale dont on ne serait pas tout à fait conscient? Ça mérite qu'on y pense pour l'avenir, non? Certainement. Et c'est sur cette interrogation qu'on termine notre exploration du commerce de détail québécois aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés. Merci.